10-11, Lise Gutman. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Et ce matin, dans ce 10-11 consacré spécialement à Yom HaZikaron, la journée du souvenir pour les soldats tombés dans les guerres d'Israël et à cause du terrorisme, j'ai le plaisir d'accueillir maître Déborah Journeau. Déborah Journeau, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Déborah Journeau, vous vous occupez d'une association dont je vous laisse, une association d'avocats, dont je vous laisse nous rappeler les grandes lignes rapidement. Oui, donc le nom de cette association, c'est Action Avocat. Oui. Elle existe, elle a été créée post-7 octobre. Elle a vocation à agir évidemment pour la libération des otages. C'est l'objet premier qui a mené à la création de cette association, mais maintenant également dans la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et le terrorisme. Donc, vous avez mené beaucoup d'actions, vous êtes parti plusieurs fois en Israël, vous avez rencontré des personnalités compétentes, vous nous en avez parlé toutes les fois où vous êtes venu à ce même micro. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose en France, vous êtes un peu plus axé sur la France parce que c'est de cause à effet. Hein, on est d'accord, il y a eu le 7 octobre et en France aujourd'hui, il suffit d'écouter le journal d'Eva Soto, il y a une remontée de l'antisémitisme partout. Vous étiez à la manifestation pour l'école hier, place de la République, et il y a une immense absence, c'est celle des otages dans les médias français. Oui. Alors, que se passe-t-il ? Comment on peut l'analyser ? Vous, dont c'est vraiment le point d'achoppement pour lutter justement pour cela. Oui. Alors, nous, au sein de notre association, on a une commission libération des otages. Et la semaine dernière, on a fait un point et on s'est aperçu que malheureusement, les otages ont totalement disparu des médias français. Hors médias communautaires, j'ai envie de dire. Et c'est la raison pour laquelle, pour les 7 mois, le triste anniversaire des 7 mois, donc le 7 mai dernier, nous avons organisé sur les marches du Palais un happening d'avocats pour appeler toujours à la libération des otages, évidemment, mais aussi pour interpeller les médias français, parce que les médias français ont rendu nos otages totalement invisibles. Alors, pour quelle raison ? Je pense qu'il y a de la lassitude, on est passé à autre chose, mais il ne faut pas omettre que parmi ces 133 otages, il y a également 3 otages qui sont français et qu'on n'a pas le droit d'oublier, nous, en tant que citoyens français, quelles que soient nos convictions religieuses, notre attachement ou notre détachement complet à l'État d'Israël. Donc on a voulu interpeller, parce que le devoir des journalistes, c'est de ne pas oublier ces 3 otages que sont Ohad, Ofer et j'ai oublié son troisième prénom, oui. Son prénom, Orion, pardon. Oui. Donc évidemment, voyez, on en parle tellement peu qu'on en oublie même leur prénom. Et ça, c'est pas acceptable. Donc on a voulu marquer le coup pour ces 7 mois, parce que malheureusement, même au sein des associations, il n'y a pas eu d'événement organisé pour le triste anniversaire des 7 mois. Alors, oui. J'y vois plusieurs raisons. C'est vrai qu'on s'est dit, peut-être que mettre trop en avant les otages, ça dessert leur libération. Desservir, oui. Je me souviens d'une discussion qu'on a pu avoir avec la présidente de l'UNICEF, Madame Hazan, qui nous a dit, voilà, il y a aussi des négociations dans l'ombre et trop parler des otages, trop mettre en avant, en l'occurrence, les 2 enfants qui sont toujours otages. Bon, bah voilà, ça dessert la cause parce que vous les mettez tellement en avant que ça devient une monnaie d'échange très importante et donc le Hamas n'a pas d'intérêt à les relâcher. Alors on l'a entendu et on s'est dit, peut-être qu'ils ont raison. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, les otages sont devenus invisibles et c'est le sujet de personne, finalement. Donc voilà, on a voulu vraiment marquer le coup pour ces 7 mois en se réunissant sur les marches du Palais parce que finalement, les otages, ils n'ont pas de voix et nous, notre force en tant qu'avocats et avec notre robe, c'est de porter la voix des otages et appeler à la libération des otages. Et c'est une façon de pallier à ce manque de communication ? Oui, c'est une façon de pallier à ce manque de communication parce que c'est vrai que
Paris et la France de manière générale étaient placardés d'images des otages. Il y avait des affichages partout. Il y en a beaucoup moins. Alors, il y en a beaucoup moins. Moi, j'y vois plusieurs raisons. La première, c'est que on collait beaucoup sur les boutiques vacantes. Et je pense que les bailleurs en ont un peu assez qu'on placarde d'images leurs boutiques qui sont moins séduisantes, finalement. C'est vrai. Sûr, oui. Et puis, je pense qu'il y a une dimension politique. Les JO approchent. Voir une ville placardée avec des images d'otages, c'est des images difficiles. On n'a pas envie que les touristes voient ça. On a envie de rentrer dans les JO. Et les JO, alors c'est les travaux, évidemment, mais les JO, c'est la joie, c'est la compétition. Et je pense qu'on n'a pas envie de trop ramener le sujet israélien des otages, parce qu'il y a aussi toute cette problématique de la participation aux JO qui est décriée par certains partis politiques en France d'Israël. Donc, bien sûr. Je pense sincèrement qu'il y a une volonté du gouvernement d'effacer durant les JO qui approchent à grands pas les visages des otages également. Alors, c'est à nous de rebondir. En même temps, ils en parlent. Il m'a semblé que Gabriel Attal, le Premier ministre, en avait parlé. Vous savez, c'est la raison. J'étais au dîner du CRIF lundi dernier et je n'ai pas interpellé le gouvernement sur les marches du palais parce que Gabriel Attal, notre Premier ministre, a eu un discours exemplaire. Il a eu un discours exemplaire, il a utilisé les bons mots, donc on n'avait rien à reprocher. Moi, j'ai été très marquée lors de son discours de la justification qu'il donnait dans l'intervention d'Israël à Gaza, en disant quand lui, il a rencontré une famille de victimes, il nous a raconté cette histoire de cette jeune fille qui était à Nova, qui était handicapée, qui était dans sa chaise roulante et qui a choisi d'aller quand même à Nova pour danser sur sa chaise. Avec ses amis. Avec ses amis, qui évidemment n'a pas pu courir pour se sauver. Et ils n'ont récupéré que 2 dents pour enterrer leur fille. Et j'ai trouvé que utiliser cet exemple dans son discours, c'était très fort pour marquer et justifier l'intervention d'Israël à Gaza. Bien sûr, bien sûr. Alors, les effets de la guerre en Israël pour les citoyens français, c'est entre autres ce qui se passe dans les écoles et les universités. Vous, en tant qu'avocat, comment pouvez-vous réagir ? Alors, nous, on est extrêmement actifs. Je dirais que la commission éducation, c'est vraiment la commission qui est la plus active au sein de Action Avocat. En fait, on ne laisse rien passer. Et tout ce qu'on nous envoie, c'est bien. Tout ce qu'on nous envoie, on agit. Une conférence qui est organisée, des rassemblements, on essaie de faire interdire lorsque manifestement il va y avoir un trouble à l'ordre public. Donc on écrit au directeur d'établissement, aux doyens d'université. On a obtenu l'annulation de deux conférences, une à Lille et une à Montpellier, avec l'aide de nos confrères locaux d'ailleurs. Donc c'est important de le souligner parce qu'on est donc une association essentiellement à Paris, mais on a des confrères en province qui nous aident également. Et ce qu'on fait, c'est, parce que je pense que c'est vraiment important de le rappeler, les directeurs, les doyens, les professeurs, ils ont besoin de notre soutien. Donc nous, on n'écrit pas pour les épingler. On écrit pour leur dire, voilà la loi, quels sont vos devoirs ? Vos devoirs, c'est quoi ? C'est de maintenir un cadre c'est sécurisant pour les étudiants, que les étudiants puissent venir étudier, mais de maintenir la laïcité, la neutralité au sein de ces établissements. C'est les valeurs républicaines. L'école, c'est la République. Bien sûr. Et donc, importer un conflit et ne pas débattre, mais finalement menacer les étudiants, parce que la réalité, c'est ça. Je veux dire, moi, si je reprends les propos de Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF, il l'a encore redit hier lors du rassemblement Place de la République, les étudiants juifs sont ostracisés. Ostracisés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je m'assois, personne ne s'assoit à côté de moi, ou on se lève parce qu'on ne veut pas être assis à côté d'un juif. Il y a eu, mais si vous voulez... Il y en a qui ont perdu beaucoup d'amis aussi. On a perdu beaucoup d'amis. Voilà. Et quand je dis on, parce que je m'inclus aussi, étudiants mais les étudiants ont perdu beaucoup d'amis. Mais ça, on va le retrouver à l'université, dans les grandes écoles, mais on le retrouve au lycée aussi. Au collège, et je vais même vous dire mieux, au primaire. Et c'est ce qui fait que notre engagement est d'autant plus fort, parce que si... en primaire, on arrive à avoir des élèves qui sont menacés au sein de leur école ou
ostracisée également. Il y a eu ce témoignage de cette petite fille qui n'avait personne qui voulait se mettre avec elle dans sa chambre en classe verte parce qu'elle était juive. Ça a été l'argument. J'ai aussi un exemple proche d'une petite fille à laquelle on a fait le geste de décapitation parce qu'elle avait fait un coloriage d'un drapeau d'Israël. Oui. C'est des classes de primaire. On parle d'enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et ça, c'est forcément ce que les enfants entendent à la maison. Et malheureusement, ce qui se passe en Israël le 7 octobre, les conséquences du 7 octobre, c'est l'augmentation de l'antisémitisme. Derrière l'antisionisme, on se cache derrière l'antisionisme. Et il faut le dire haut et fort, et je pense que la loi doit évoluer sur ça. Être sioniste, c'est un droit. Être sioniste, c'est un droit. C'est un droit. Alors justement... Même quand on a 7 ans. Même quand on a 7 ans. Évidemment, évidemment. Votre réponse à la situation dans les écoles, c'est une tribune. Et cette tribune, j'aimerais que vous nous en parliez pour terminer. Oui. Alors donc on a publié une tribune dans le journal La Tribune dimanche dernier qui a réuni plus de 6000 signatures. Oui. C'est important de le souligner parce que c'est presque un record en si peu de temps. En 4 jours, on a réuni plus de 6000 signatures des citoyens de tous bords. C'est une tribune apolitique et l'objectif, c'était d'interpeller sur stop à la haine à l'école, stop à la violence à l'école, oui au débat, non à la violence. Nous, on veut réintroduire cette idée qu'on peut débattre de tout à l'école. On doit pouvoir débattre de tout à l'école, d'autant plus dans une école comme Sciences Po, où justement on apprend à débattre. Si jamais on ne peut plus débattre, c'est plus l'école de la République. Donc, on a fait cette tribune pour interpeller également les directeurs d'établissement parce que je m'excuse, vous avez eu des réactions de leur part ? Non, pour le moment, on n'a pas de réaction, mais vous savez, la réaction, elle peut être silencieuse et dans les faits, agir. Vous avez vu que Sciences Po a fermé certains de ses établissements. Oui. Ce qui prouve qu'on ne maîtrise plus la sécurité au sein de l'établissement. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on voulait dire, c'est également, on ne doit pas céder à la pression des étudiants. Et la pression, c'est lever des sanctions disciplinaires. Évidemment, c'est pas acceptable. Donc, on voulait vraiment agir sur ce point-là. Et remise en cause des partenariats avec les écoles ou même les entreprises israéliennes. Également, ce n'est pas acceptable. On ne doit pas être tenu par le bout du nez par une petite mêlée d'étudiants qui sont mélangés à d'autres personnes qui ne sont pas étudiants à Sciences Po en l'occurrence. Bien sûr. Et la réalité, c'est ça. Et moi, j'aimerais aussi interpeller les médias de manière générale parce que c'est parce qu'on donne une audience aussi importante que les mouvements prennent cette importance. Bien sûr. Bien sûr. Qu'on vienne sur place pour interviewer, je suis d'accord, mais les images sont importantes. Les images sont importantes et le travail du journaliste, c'est aussi de redescendre le débat et pas l'envenimer. Oui, tout à fait. Un dernier mot, 30 secondes. L'Eurovision, on en a beaucoup parlé. Ça a été très compliqué pour Eden, qui a été extraordinaire pour Israël. Et en fait, le public a voté pour Israël. Incroyable. Incroyable. On a eu un vote du public qui montre un soutien, il faut le dire, à la cause de la population israélienne et juive de manière générale. Oui. Je vais vous dire, moi, j'ai créé au sein de l'école de mes enfants un club d'amitié France-Israël. Ah, carrément. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Mais vous savez pourquoi je l'ai créé ? Elle est formidable, Déborah Journeau. Je l'ai créé parce que j'ai des amis non-juifs qui soutiennent Israël. Oui. Et samedi soir, ils m'ont dit, c'est la première fois que je vote à l'Eurovision et je vais voter parce que voter pour Israël, c'est aussi voter pour la démocratie et contre l'antisémitisme. Voilà, le résultat était là. Elle est arrivée 5e. Déborah Journeau, quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci, la porte est plus que grande ouverte. Et puis, on vous retrouve très, très vite sur cette antenne. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Radio